je ne vais pas te dire que j'ai été idiot parce que je ne savais pas que cet objectif existait à l'époque, mais je pense sincèrement en tout cas que si j'avais acquis celui-ci il y a 2 ans au même moment où j'ai fait l'acquisition de ma Canon C70, j'aurais en tout cas économisé énormément d'argent. Donc en fait, il s'agit ici du Canon EFS 1755 qui ouvre à f2.8 constant. Et ça va être l'équivalent pour capteur plein format, en gros, d'un 24-70. Voilà, si on arrondit les chiffres, ça va être l'équivalent d'un 24-70. Alors, EFS, pourquoi? EF, ancienne monture de chez Canon, ça c'est la première chose. Et S, parce que justement, ça va être pour une couverture de capteur d'IAPS-C. Et ce qui est très bien, si tu disposes d'une Canon C70, par exemple, qui est un capteur Super 35, ou alors d'un Canon R7 ou d'un Canon R10, ça va juste être parfait. Alors par contre, c'est l'ancienne monture de chez Canon, hein, donc ça veut dire que tu vas devoir utiliser une bague d'adaptation. Moi ici, sur ma C70, j'ai la Control Ring de chez Canon, mais si je venais à utiliser un Canon R7 ou un Canon R10, moi j'utiliserais une bague comme celle-ci de chez Meike, qui va en fait avoir l'avantage, et je vais te la mettre ici face caméra, même si j'en ai déjà fait une vidéo, d'avoir en fait un porte-filtre intégré. Donc c'est-à-dire que là-dedans, tu vois, je sais mettre un filtre soit circulaire, soit ND, soit de diffusion, ou alors ici, polarisant. Donc ça va être le gros plus. Donc c'est-à-dire que cette bague d'adaptation, elle va faire la communication entre mon objectif et mon boîtier à monture RF de chez Canon, mais avec justement un porte-filtre au cul, hein, ce qui fait que ici, si je viens directement à mettre la bague dessus, sur cette optique, je vais la mettre, voilà, tac. Voilà. Donc j'ai une optique qui est un tout petit peu plus longue, mais je sais la mettre en tout cas sur le R7, sur le R10, et j'ai maintenant ici au derrière directement le porte-filtre qui est présent. Donc comme je te disais, que ce soit pour du filtre de diffusion, du filtre ND ou alors du filtre de polarisant. Alors tant que je t'ai mis ici l'objectif sous les yeux, hein, comme tu peux le voir, on a un objectif qui est de 1 avec justement une stabilisation optique. Je vais te montrer en tout cas la puissance de sa stabilisation optique, ainsi évidemment qu'un autofocus. Même chose, je vais te montrer les performances au niveau de l'autofocus. Mais avant ça, quelques éléments d'un point de vue fabrication pour t'en dire un peu plus sur cette optique qui honnêtement est dingue, et même d'un point de vue tarification, c'est quelque chose que tu peux encore trouver à l'état neuf, tu peux encore l'acheter neuf en magasin, je crois qu'il y a encore des stocks qui sont présents, mais moi ici je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté ici d'occasion sur le site de MBP. Ça devient un peu la référence maintenant sur tout ce qui est seconde main dès que tu ne veux pas passer par du particulier. Celui-ci était labellisé comme neuf et honnêtement, c'est quasiment le cas. Ok, tu as quelques poussières à l'intérieur, mais c'est très minime. Et je l'ai payé 550 €. Donc voilà, j'ai payé celui-ci 550 € avec le capuchon, le pare-soleil, avec la boîte d'origine. Tout était directement dedans. C'est un objectif, et si je reprends en tout cas les informations techniques que je me suis remis ici sous les yeux, qui fait 645 grammes. Donc, pourquoi est-ce que moi, c'était important en tout cas d'avoir une optique comme celui-ci? De 1, je détiens la Canon C70, capteur Super 35. Je me suis séparé de mon Canon R6 première génération, tout simplement parce que j'ai dans l'idée, alors c'est très long comme raisonnement, mais j'ai dans l'idée tout simplement de faire l'acquisition du R7, ce qui peut sembler dingue dans l'absolu, mais j'ai l'idée de faire l'acquisition du R7 pour être en complément hybride caméra par rapport à ma C70. Ce qui fait qu'au final, ça veut dire que j'aurai 2 boîtiers Canon avec justement un capteur d'IAPS-C. Et ce qui fait que du coup, investir dans la Canon RF 24-70 f2.8, ça faisait en tout cas trop d'investissement pour pas en avoir pleinement l'utilité. Donc, c'était pas utile pour moi. Et en plus, c'est un objectif qui est beaucoup plus lourd. Ici, on est à 645 grammes au niveau du poids de l'optique en elle-même. Ce qui est bien parce que, alors même si on n'est pas sur le même rapport de focale, hein, un objectif qui à la base est tout le temps sur ma Canon C70, c'est le fameux Sigma 18-35, on ne le présente plus à ouverture f1.8. C'est un objectif qui lui fait dans les 800 grammes, donc tu vois, c'est un peu plus léger, c'est quand même un peu plus agréable. J'ai quelque chose d'un peu plus valant, d'un peu moins lumineux évidemment, ouverture 1.8, ouverture f2.8. Mais d'un autre côté, ici, je suis limité donc de 18 à 35 mm, alors qu'ici, je vais aller de 17 à 55. Donc, je retrouve en fait vraiment un objectif qui est quasiment universel. Hein. Donc, si je refais par rapport à du plein format, le 24-70, c'est quelque chose qui est quasiment d'universel.
L'optique, elle n'est pas tropicalisée. Elle n'est pas tropicalisée parce qu'on est ici justement dans la gamme EFS et on n'est pas dans une signature L de chez Canon. Donc la signature L de chez Canon, si tu ne sais pas, c'est ce qui labellise justement la gamme professionnelle de chez Canon. Mais attention que, en fait, c'est juste d'un point de vue finition que tu ne retrouves pas tout simplement la signature L. Donc c'est-à-dire au niveau de la finition de l'optique, hein, c'est un peu plastique. Alors ici, il va pas tomber, mais sincèrement, si je pousse un tout petit peu, alors, ouais, tu vois, ici, il va descendre très facilement en fait. Et moi, j'en ai vu qui, en tout cas, après avoir eu pas mal d'heures au compteur ou de mauvaises manipulations, en tout cas, se laissaient tomber même tout seul quand ils étaient ici vers le bas. Moi, je dois encore tirer. Mais voilà, ce qui fait que d'un point de vue finition, on n'est pas en tout cas sur la gamme L de chez Canon. Mais par contre, d'un point de vue optique, on peut en tout cas s'imaginer dans la gamme L de chez Canon. Et d'ailleurs, même d'un point de vue ici finition technique, hein, je regardais, on est sur 19 éléments dans 12 groupes. 19 éléments dans 12 groupes. Donc voilà, c'est-à-dire que depuis le temps que cette optique existe, tout le monde en tout cas a toujours vanté les mérites de retrouver quelque chose d'équivalent à la signature L de chez Canon. Et c'est un peu la même chose ici, hein. Donc c'est-à-dire que je te fais défiler ici une image face caméra que j'ai pris, donc c'est avec la Canon C70 et justement cet objectif EFS 1755 f2.8. Je ne note aucune dérive d'un point de vue colorimétrie, c'est-à-dire que tu vois, tu as des objectifs qui des fois peuvent te paraître un peu plus chauds ou un peu plus froids. Ici, c'est pas le cas. J'ai vraiment quelque chose qui est nickel. J'ai un super bon rendu, j'ai une bonne gestion du contraste qui est présente. Donc, c'est vraiment tip-top. J'ai fait d'ailleurs un test au niveau du flair. Alors, quand je regarde ici, moi, le test, je suis en train de les regarder en même temps que toi, hein. Les tests au niveau du flair, tu peux voir que le flair, il est quand même assez bien contrôlé et surtout, j'ai pas une diminution, une perte de contraste qui vient à se faire. Honnêtement, il est très bien contrôlé au niveau du flair. Je suis assez étonné en tout cas du résultat et c'est là que tu vois qu'on reconnaît qu'on a quand même une qualité optique qui est présente. Donc voilà, ça c'est des éléments en tout cas qui pour moi étaient importants à vérifier. Et alors surtout, et là je te reviens ici face caméra pour te le dire, la Canon C70, c'est une caméra qui n'a pas de stabilisation capteur. C'est normal vu que tu as des filtres ND à l'intérieur, donc tu n'as pas de stabilisation capteur. Et ce qu'il faut prendre en compte par rapport à ça, c'est que tu as une stabilisation numérique qui est présente, hein, qui fait un boulot correct, mais qui pour moi en tout cas, je juge ne fera jamais un aussi bon boulot en tout cas qu'une stabilisation capteur. Et par rapport justement à un objectif comme le Sigma 1835 qui n'a pas de stabilisation optique, voilà, c'est des fois un peu problématique. Ici, je vais te jouer deux exemples qui ont été filmés donc à 55 mm, donc vraiment sur le plus grand développement de l'objectif, donc à 55 mm. Alors, ce que j'ai fait au niveau du test, donc j'ai filmé à main levée, mais j'ai d'abord filmé avec la stabilisation de désactiver. J'ai d'abord fait avec la stabilisation de désactiver parce que quand tu fais des tests comme ça à main levée, plus tu attends, plus tu tiens comme ça, surtout qu'en plus il y avait l'enregistreur Atomos par-dessus, plus tu attends et plus tu fatigues. Donc si d'abord tu fais le test avec la stabilisation capteur où tu es bien stable, etc., et tu n'es pas fatigué, il n'y a pas de problème, et puis après tu fais le test sans la stabilisation capteur, tu es déjà un peu plus fatigué, ça vibre déjà un peu plus. Ici, voilà, j'ai directement commencé par le test sans la stabilisation optique, donc qui était sur off, et regarde ici, contre versus avec la stabilisation. Tu le vois ici, hein, j'ai vite filmé mon chat qui était sur son arbre à chat en hauteur et tu vois réellement la différence de performance lorsque je viens justement à activer cette stabilisation optique, pardon. Donc, ouais, ça, tu vois, ça pour moi, ça c'est super important de réutiliser, de récupérer en fait une optique qui va avoir ici une stabilisation optique. Donc, ça, ces éléments, pour moi, c'était ultra important. C'était ultra important de récupérer en fait un zoom qui était hyper polyvalent, ce qui est le cas ici, hein. Donc, ce 1755, ça couvre énormément de situations. Je voulais quelque chose qui soit avec une ouverture en dessous de f4, pour être justement quand même avoir la possibilité de détacher en tout cas mon sujet de son arrière-fond et puis avoir des meilleures performances en basse lumière. Je voulais avoir cette stabilisation qui était présente
Et en plus, je voulais garder en tout cas les performances de l'autofocus. Alors les performances de l'autofocus, je vais te faire ici la démonstration, mais je vais te demander de te concentrer sur deux éléments par rapport à ce test que tu peux voir ici. Parce qu'en fait, il nous donne deux informations. La première, c'est que tu vois par contre que les moteurs de l'autofocus répondent hyper bien. Ils répondent hyper bien. Mais par contre, concentre-toi entre mes avant et arrière. Et donc là, tu peux voir par contre que l'optique, elle respire quand même pas mal. Tu peux voir un changement au niveau de mon cadre qui vient justement à s'élargir ou à se rétrécir, suivant si je m'éloigne de l'optique. Donc, j'ai quand même une respiration assez conséquente qui est présente. Alors, est-ce que c'est problématique dans l'absolu? Ça dépend évidemment des personnes. Mais bon, en attendant, on a quelque chose qui, au niveau de l'autofocus, répond super bien. Les moteurs de l'autofocus de cet objectif répondent super bien. On a une respiration au niveau de l'optique qui est quand même un peu présente. Donc, prends-le en compte par rapport à ça. Autre élément que tu dois prendre en compte, que je ne peux te confirmer que par rapport à la Canon C70 et pas par rapport au Canon R10 ou au Canon R7, c'est que dans la Canon C70, on a aussi l'option qui va te permettre en fait de venir paramétrer, de venir modifier en fait la vitesse des moteurs de l'autofocus. C'est pas compatible avec cet objectif. C'est pas compatible avec cet objectif. Donc, est-ce que celui-ci est trop ancien ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas une de prise en compte de cet objectif par rapport aux dernières mises à jour, mais c'est pas présent. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, et j'en ai fait une vidéo précédemment, tu viens utiliser un objectif EF comme le 70-200 en Vertu f2.8, donc la dernière génération, la troisième génération, et que je le mets sur ma Canon C70, j'ai la possibilité en tout cas d'avoir la main mise sur la vitesse des moteurs de l'autofocus. Ici, c'est pas le cas. Donc, c'est-à-dire que le test que tu viens de voir ici maintenant, d'ailleurs, je vais le rejouer, c'est un test sur lequel j'ai pas la possibilité, en tout cas, de faire aller les moteurs de l'autofocus plus vite. Voilà, je saurais pas. C'est-à-dire que j'ai pas de possibilité par rapport à ça. J'ai pas de réglage supplémentaire. Donc ça, c'est quelque chose peut-être à prendre en compte par rapport justement à cette communication en fait qui va se faire entre justement l'optique et soit la Canon C70 ou alors le Canon R7 ou le Canon R10. Toujours par rapport à cette communication électronique, donc en fait c'est cet échange d'informations qu'il va avoir entre les deux. Je te montre ici en fait un arrêt sur image. Alors ma clôture de séparation avec mon voisin n'est pas spécialement non plus ce qu'il y a de plus droit au monde, mais quand même tu peux noter ici la déformation qu'on va avoir à 17 mm. Alors c'est une déformation que tu peux venir corriger en post-production sans aucun problème. Mais voilà, dès que tu es placé à 17 mm, tu as une déformation de l'ultra grand angle qui est présente. Et c'est en fait une déformation qui est présente tout simplement parce que de nouveau, elle ne sait pas être corrigée depuis la caméra, en tout cas depuis la Canon C70, parce qu'il n'y a pas cette communication en fait qui est présente. C'est-à-dire qu'avec d'autres objectifs Canon, tu as une connexion, une information qui est présente et donc la caméra va venir en fait tout simplement corriger cette déformation. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Maintenant, voilà, je t'ai mis à 17 mm où tu peux voir la déformation. Maintenant, elle est un peu ici exagérée parce que ma clôture n'est pas spécialement non plus ce qu'il y a de plus de... Ma séparation n'est pas non plus ce qu'il y a de plus droit au monde. Je te l'ai mis ici à 35 mm. Alors, l'idéal, ça serait que je te le fasse vraiment sur une charte tip-top pour que tu puisses vraiment voir la différence. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je mets une plombe à te sortir cette vidéo et au final, je ne sais pas te partager ce que je juge ici être un bon plan. Parce que moi, ce que je te partage ici, c'est vraiment mon choix. C'est-à-dire que voilà, moi je suis enfin content d'avoir trouvé cet objectif-là. Je sais en tout cas que ça va vraiment, que ça me convient et que c'est ce qu'il me fallait. Donc c'est vraiment un bon plan, c'est un retour d'expérience que je te partage ici. Je n'essaye pas de te vendre quelque chose, je te dis simplement ce que moi j'ai acheté et ce que j'aurais dû en fait acheter il y a déjà bien longtemps. L'arrêt sur image que je t'ai mis là, c'est à 35 mm. Tu peux voir qu'à 35 mm, on est nickel. Donc voilà, c'est juste parfait. Dans les autres éléments techniques que tu dois prendre en compte, alors je regarde s'ils ne l'ont pas remis par-dessus. Non, ils ne l'ont pas remis, donc je reviens ici sur les infos de la fiche technique sur le site de chez Canon. Tu as une distance de mise au point minimale qui est à 35 cm, ce qui honnêtement est vraiment correct en fait. Tu as la stabilisation optique qui est en tout cas calculée et de ce qu'ils nous disent à 3 diaphes. Moi, honnêtement, je trouve que c'est plus que 3 diaphes. Enfin, en tout cas, c'est le rendu que j'ai. Je te rejoue en tout cas ici l'extrait. Quand je regarde la différence, waouh, pour moi, c'est vraiment le jour et la nuit
de voir justement cette différence-là, cette performance en tout cas d'un point de vue stabilisation optique. J'espère que j'aurais pas trop dit capteur durant cette vidéo. Qu'est-ce que je retrouve d'autre ici dans les éléments en tout cas à prendre en compte? Oui, ben forcément, tout ce qui est multiplicateur de focale, tout ce qui est multiplicateur EF 1.4 ou x2, c'est pas compatible avec ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hormis un dernier élément que je vais te mentionner, mais avant un petit récap. Donc, 550 €, moi c'est ce que j'ai payé. État quasiment comme neuf, quelques poussières à l'intérieur, mais vraiment minimes. 550 €. Si j'avais en tout cas... Donc, première chose, je suis content au final de n'avoir jamais acheté le RF 2470 f2.8 parce que je n'aurais pas su l'utiliser par rapport à... Enfin, j'aurais pas su l'utiliser par rapport à tout ce qu'il offre. Hein. C'est tout simplement une optique qui est trop grosse par rapport à la taille de capteur de ma Canon C70 et éventuellement de mon futur R7. Donc, je suis content de ne pas l'avoir acheté. Moi, ici, je trouve que j'ai vraiment, en tout cas, un super bon investissement parce que tu as une qualité optique qui est dingue, tu as la stabilisation, tu as des moteurs autofocus qui vont bien, j'ai payé ça 550 balles, c'est nickel. Par contre, fais attention qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, tu as des bruits de couloir que tu peux retrouver sur n'importe quel site internet qui parle de l'univers Canon. Tu as des bruits de couloir qui mentionnent un RFS parce que Canon, forcément maintenant avec leur monture RF et le développement des Canon R7 et R10, font la même chose que ce qu'ils faisaient à l'époque avec EFS, mon monture RF. Tu as des bruits de couloir d'un 16-55 à ouverture f2.8 constante. Donc, si en tout cas, par rapport à tes besoins, tu te dis, moi, j'ai besoin justement de la communication sur, de 1, la déformation optique. J'ai besoin de la communication au niveau, justement, de pouvoir modifier la vitesse des moteurs d'autofocus. Ça, tu l'auras certainement sur ce futur RFS 1655 à ouverture f2.8. Mais par contre, à un prix qui sera certainement beaucoup plus élevé. Il sera peut-être avec un peu de chance, peut-être plus léger, il sera peut-être plus petit, il sera peut-être tropicalisé, on n'en sait rien. Mais par contre, il sera certainement beaucoup plus élevé au niveau du prix. Ici, en état comme neuf, 550 balles, je ne pouvais pas me tromper. En plus, comme c'est une monture EF, je sais le mettre aussi sur d'autres caméras qui sont avec des capteurs APS-C. Donc, pour moi, c'était vraiment le choix le plus malin que je pouvais faire. C'est vraiment le choix le plus malin que je pouvais faire. Et je me demande même, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres choses dans lesquelles je vais me séparer par rapport à mes objectifs RF. Parce que voilà, ça me convient vraiment très bien celui-ci ici. Et j'avais envie de te le refaire. Alors comme tu vois, c'est vraiment un partage, un retour d'infos hyper brut, hein, une prise, je te donne tout. Mais fallait que je te le partage. Moi, je suis super content. Si jamais tu as des questions par rapport à celui-ci, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais honnêtement, voilà, un gros kiff en tout cas d'avoir enfin acquis cette optique par rapport à ma Canon C70. Moi, c'est quelque chose qui va quasiment être tout le temps dessus, hein, en dehors évidemment des focales fixes. Mais pour un zoom, ouais, ça sera vraiment tout le temps dessus. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, que ce soit de 1 par rapport au partage de ton expérience, peut-être que tu as déjà utilisé cette optique. N'hésite pas à me dire si tu la connaissais ou pas. Il y a plein de gens, en fait, à chaque fois que j'en parle, parce que je pense cet achat depuis un petit temps, à chaque fois que j'en parle, j'ai plein de gens en tout cas qui me disent qu'ils ne connaissaient pas cette optique, donc n'hésite pas à me dire si tu le connaissais ou pas. Et surtout, si d'après toi, tu te dis que, oui, j'en ai besoin, mais ça vaut peut-être la peine, en tout cas me concernant, que j'attende la version RFS. En attendant, n'hésite pas à regarder le reste de la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos sur l'univers 100% vidéo Canon et je suis persuadé que tu vas y trouver ton bonheur. A tout de suite dans une autre vidéo.